Salut à toutes et à tous. C'est Constance, Anna et Mélissa. On fait partie du Conseil UNICEF des jeunes, qui est un groupe composé de 25 bénévoles âgés de 12 à 25 ans, élus dans chaque région de France pour 2 ans. On a pour mission de mettre en place plusieurs projets à échelle nationale pour défendre les droits des enfants. Et pour cela, on a choisi de se concentrer sur la thématique de la santé mentale, d'autant plus que le droit à la santé fait partie de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc la santé mentale en fait naturellement partie. Nous avons toutes et tous une santé mentale, aussi bien qu'une santé physique, qu'il est nécessaire d'entretenir et de préserver. Et c'est pour cela qu'on souhaite ouvrir la parole sur ce sujet, pour mettre fin au tabou autour de la santé mentale. C'est pourquoi on a décidé d'aborder le sujet autour d'une série de podcasts composée de 3 épisodes, le premier portant sur la confiance en soi. Le psychologue canadien Jean Garneau définit la confiance en soi comme une prédiction réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour faire face à un genre particulier de situation. Bon, en gros, c'est que la confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités pour s'épanouir. C'est quelque chose de personnel, de continu et qui évolue au fil du temps. On a choisi de commencer avec la confiance en soi parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le développement de chacune. En tant que jeune, on y est spécialement confronté. L'enfance et l'adolescence sont des grandes périodes de doute et de questionnement où on a beaucoup de tendance à se comparer aux personnes de notre entourage sur les réseaux sociaux, etc. Nous avons aujourd'hui avec nous Soprano, rappeur, chanteur et acteur français. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur ce podcast. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Et donc, on voulait commencer par savoir pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'aborder ce sujet de la santé mentale avec nous. Je pense que c'est important de pouvoir expliquer et développer. Moi, tu sais, j'ai des enfants, donc je trouve que c'est important de leur expliquer que le monde d'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Internet, avec l'image qu'on donne, l'image qu'on filtre, tous ces trucs-là, je pense que c'est important d'expliquer aux jeunes, de le recentrer sur la confiance en soi, de ne pas se faire avoir par tout ce qui est extérieur qui pourrait les rabaisser et leur faire perdre un peu la psychologie et ne plus s'aimer à eux, de croire que plus personne les aime. Non, c'est pas vrai. Et donc, je trouve que c'est important de le remettre en avant, tout ça. Tu as commencé ta carrière très jeune, à l'âge de 16 ans, avec le groupe Psychiatre de la Rime. Mais du coup, avant ça, c'était quoi ton rapport à la confiance en soi ? J'en avais pas beaucoup de confiance en soi quand j'étais avant la musique. Justement, la musique m'a amené une confiance en moi. Mais avant, j'étais très timide, introverti. Je ne sortais pas. Je prenais grave sur moi. J'étais quelqu'un qui se trouvait pas beau, qui se trouvait pas très intelligent. Je me posais des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je comprends pas. Je sais pas. J'étais un peu perdu, je pense, comme beaucoup de jeunes. C'est la musique qui m'a un peu façonné un peu mon identité, qui m'a permis de m'ouvrir. La première fois qu'il y a des amis à moi qui m'ont vu, qui ont su que je faisais du rap, ils étaient choqués parce qu'ils ont dit mais on l'entend jamais lui, comment ça se fait? Et en fait c'est la musique qui m'a sorti de ce truc-là. Ah oui, et du coup après en 2007, tu as sorti ton premier album solo. Mm-hmm. Du coup on se demandait est-ce qu'il y a eu des changements dans ta manière de travailler et du coup est-ce que ça a fait évoluer ton rapport à la confiance en soi, le fait de travailler d'abord en groupe et ensuite solo? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que quand tu as un groupe, on est plusieurs, on s'appuie sur tout le monde. Quand tu es en solo, tu ne peux t'appuyer que sur toi-même, sur tes dires, sur ce que tu veux que les gens entendent de toi. Moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir... en plus, mon premier album, c'était une psychanalyse. Tout était un concept. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis lâché par rapport à plein de choses. Et l'écriture, ça aide beaucoup. Les gens ne sont pas conscients, mais l'écriture, ça aide beaucoup à te connaître, à te comprendre et à avoir confiance en toi. Et on sait qu'il y a beaucoup de pression justement dans le monde de la musique. Mm-hmm. Et comment par rapport à tous ces quand même ces difficultés, comment est-ce que tu as pu réussir par rapport à la confiance en toi? Déjà, de un, je suis bien entouré, ce qui est, je pense, quand même la clé. Je suis entouré de mes frères, cousins, mes meilleurs amis depuis la 6e. Le fait de pouvoir être bien entouré, de pouvoir savoir que je peux compter sur lui à droite, à gauche, et qu'on se dit les choses pour pouvoir nous améliorer et évoluer, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, il y a aussi un truc, c'est de pouvoir protéger aussi un côté privé aussi, pour que tu puisses rentrer dans cette bulle et te sentir en sécurité à l'intérieur, parce que l'extérieur, des fois, c'est multiplié par 10, c'est sorti d'un contexte, c'est des gens qui peuvent te juger pour rien, et ils ne connaissent pas ta vie, donc c'est compliqué.
Mais le fait d'être bien entouré, et j'ai l'impression d'être toujours le petit qui a commencé dans un groupe parce que je suis toujours avec les mêmes potes. Donc, ça me permet de garder mes repères et de ne pas perdre la tête, quoi, j'espère. Mais du coup, est-ce que par rapport à ça, quand tu es tout le temps avec quelqu'un, est-ce que quand tu es toujours entouré, et ben là, du coup, est-ce que ça nuit à ta confiance en toi? Est-ce que ce serait pas... En fait, ça, c'est juste le support de ta confiance en toi. Mais après, il y a un autre truc qui est là où je suis seul et qu'eux ne peuvent pas être, c'est sur la scène. Par exemple, chaque fois, il y a des gens qui disent « Mais quand tu es sur scène, on dirait que c'est un autre Saïd. » Mais parce qu'en fait, là, d'un coup, je peux m'exprimer. Et c'est là où, en fait, où on le voit le mieux, ma confiance en moi. Dans mes chansons, on entend mes doutes, justement. Mais sur scène, on voit ma confiance en moi. Parce que c'est là où je dois tout donner. Je suis aidé par mes amis, bien sûr, je sais qu'ils sont pas loin, donc ça m'aide. Mais aussi par la passion de ce métier qui me donne envie de pouvoir partager des émotions aux gens, des gens qui sautent. Il y a aussi, attention, mais ça y fait le succès aussi. Le succès, quand tu as un succès, bien sûr, ça te donne de la force parce que tu te dis « Ah ben j'avais raison » ou « Ah ben ça plaît » Ah ben en fait, quand je ne suis pas tout seul parce que je reçois des milliards de messages qui me disent « Je me reconnais dans tes textes, donc tu te sens moins seul. » Donc du coup, ça te donne de la confiance. Tous ces petits trucs-là remplissent le verre pour que justement je sois un peu plus solide dans ce que je fais et dans ce que je pense. Bah, du coup, moi aussi, je fais du théâtre et je trouve que, en fait, le fait d'être quelqu'un d'autre, c'est comme toi sur la scène, je sais pas si t'as l'impression d'être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, dans le théâtre, c'est là où tu prends un autre personnage, t'es plus toi-même et là, du coup, tu peux délivrer, tu peux vraiment sortir de juste de ce qu'on voit de toi. Et du coup, ça aide vraiment à la confiance en soi, j'ai l'impression. Mais comment ça s'appelle indirectement, le fait de m'être donné un pseudo comme Soprano, Soprano a beaucoup aidé Saïd, en fait. Indirectement, ça a toujours été, comme je dis, c'est son sauveur un peu. Parce que sinon, Saïd, il était tout seul dans sa chambre, il croyait pas en lui, un peu trop gentil, timide. Donc, du coup, Soprano a sauvé, peut-être, j'ai l'impression d'être Alain Delon qui parle à la troisième personne, mais vraiment, Soprano a aidé Saïd. Et c'est deux personnalités complémentaires ou c'est la même personne, je l'ai compris avec les années. Avant, je mettais deux personnes à part. Maintenant, à 43 ans, je pense, avec la carrière que j'ai eue et tout, je prends beaucoup de recul et je dis c'est la même personne. C'est juste, dans la vie, tout le monde met un masque pour pouvoir avancer dans chaque situation. Et bien là, c'est le masque de Soprano pour pouvoir faire mon travail. Des fois, je ne suis pas très bien, j'ai le masque du clown avec la petite larme. Des fois, je suis très heureux, j'ai un masque, on pourrait croire que j'ai la tête de Jim Carrey, je sais pas. Mais en fait, on vit avec des masques qui nous permettent de nous protéger et qui nous permettent aussi de devenir un peu plus fort. De se renforcer, ouais. Et donc, du coup, par rapport à cette pression médiatique, par rapport à être une personnalité publique quand même, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te comparer du coup à d'autres personnes, à d'autres même personnalités publiques ? Oui, il y a beaucoup d'artistes. Il y en a que... Tu sais, quand tu écoutes les textes, par exemple, le dernier morceau de Stromae, comme beaucoup de monde, c'est pas parce que je suis connu, mais quand j'ai écouté, il y avait des phrases à l'intérieur, je me suis reconnu dans plein de fois. Donc, du coup, oui, ça m'a parlé. Il y a des morceaux, je me rappelle à l'époque de Jams aussi. J'étais là, j'écoutais, je disais, mais elle est en train de me décrire, j'avais même pas fait gaffe. Tu vois, donc, et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent faire la même avec certaines de mes chansons aussi. Donc, oui, il y a des artistes où j'arrive à me projeter. Et donc toi, tu prends ça de façon positive parce que c'est vrai qu'il y en a souvent qui, quand ils se comparent, ils prennent ça beaucoup de manière négative, c'est-à-dire qu'ils se comparent et ils disent qu'ils sont moins bien que cette personne ou qu'ils... Moi, je le prends d'une manière un peu plus différente dans le sens où je me dis, je suis pas tout seul. Quand tu sais que tu n'es pas tout seul, c'est pas pareil. Parce que justement, dans la dépression, on croit qu'on est tout seul. Dans le harcèlement, on croit qu'on est tout seul. Dans le manque de confiance, c'est parce qu'on croit qu'on est tout seul à être pas bon. Mais quand tu vois qu'il y a une autre personne qui le dit, une deuxième, une troisième, tu te dis, quand les gens vont entendre ce podcast, il y en a plein qui vont se dire, mais en fait, je suis pas tout seul. Même quelqu'un de célèbre, il a eu ces moments de doute, ces moments de dépression, ces moments où il a pas... Et du coup, ça te donne de la force parce que tu te sens moins seul. Donc, indirectement, dans ce négatif-là,
il y a eu du positif. Parce que tu as fait un premier pas vers la lumière, on va dire ça comme ça. Non, mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que ça normalise le fait que tout le monde vit la même chose, tout le monde a les mêmes problèmes. C'est pas parce qu'on a... Voilà, je sais pas comment finir ma phrase, en fait. J'ai tout dit. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu peux être l'homme le plus célèbre du monde, l'homme et l'inconnu du fin fond du monde. On a tous les mêmes questionnements, on a tous les mêmes doutes, les mêmes réflexions. Je trouve que c'est important de le dire. Obama, il a aussi des moments de doute. C'est pas parce qu'il a eu un moment, une grande force dans sa vie et un grand pouvoir qui fait que c'est pas un être humain. Et nous sommes tous des êtres humains, on a des moments de mou, on a des moments très forts. Mais le truc, c'est le plus important, c'est de comprendre que on a tous des moments très forts. Il faut l'enrichir, ce truc-là. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler, quoi. Oui, et justement, ces moments très forts, comme tu les décris, est-ce que tu as osé en parler directement, toi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent ces moments-là, mais qui les gardent intérieurement et qui n'en parlent pas du tout. Et finalement, ils mettent un petit peu ce masque, comme tu disais avant, et ils n'en parlent à personne et ils le gardent au fond d'eux. Et finalement, c'est aussi un petit peu destructeur, ça. Donc, est-ce que toi, tu as osé en parler directement de tes problèmes ou... Dans ma situation, moi, c'est un cas un peu différent parce que j'ai eu de la chance, j'écris, je fais de la musique et je trouve que l'artistique permet justement de pouvoir évacuer ça, d'en parler. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, pour eux, c'est encore difficile. C'est pour ça que souvent, il faut avoir un confident, il faut essayer de trouver une manière de l'évacuer, de pouvoir en parler, pour pouvoir justement... Des fois, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, l'imaginaire est plus gros que la réalité. Des fois, un problème, on croit qu'il est extraordinairement gros. Cette tristesse, elle est grosse. Mais après, quand tu en parles, tu dis, mais en fait... c'est plus petit que ce que je pensais. Et ça t'aide. Parce que tu te dis, ah, mais en fait, ça va alors. Et ça te donne encore un autre deuxième pas pour aller vers la lumière, comme je dis souvent. Et dans l'éducation, les hommes, on ne les pousse pas à parler de ce qu'ils ressentent et ils ont l'impression de devoir cacher ça parce qu'il faut être viril, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, cette pression? Ben oui. Oui. Je me rappelle à l'époque, ça fait longtemps. Je me rappelle quand je commençais à un peu exprimer ma mélancolie, on va dire ça entre guillemets. Il y avait beaucoup de gens, mais pourquoi ils pleurnichent? Les garçons, ça pleurniche pas. On est violent, on est virulent, on est costaud. Mais la problématique, c'est que toutes ces personnes qui disaient ça, le soir dans leur chambre, dans leur lit, c'était la chanson qu'ils écoutaient le plus. Tu vois ce que je veux te dire? Ça a toujours été comme ça. C'est l'éducation qui prend un peu trop le pas. Mais moi, je pense qu'il faut passer outre. Parce que si tu veux avancer, construire des grandes choses, que ce soit un homme ou une femme, ben, il faut passer par là. Il faut, moi, je dis tout le temps, il faut traverser les flammes. Il faut traverser les flammes. Ces flammes-là, de contourner son ego, sa fierté, pour pouvoir exprimer ce qui nous bloque, pour pouvoir avancer. C'est pas forcément une faiblesse, ça peut être vraiment... C'est surtout une force, en fait. Mais c'est une force. Tu sais, on apprécie mieux le paradis qu'on est en enfer. Quand tu es au paradis, tu trouves trop beau, c'est normal, après c'est banal. Tu sais pas ce que tu as. Mais quand tu es descendu en bas, dans le trou, ben, chaque seconde quand tu es au paradis, ben, tu le dégustes d'une manière extraordinaire. Donc oui, il faut essayer de tout faire pour aller de l'autre côté, pour pouvoir prendre conscience que c'est une chance de pouvoir vivre sous la lumière. Oui, en fait, il faut encourager les personnes à percevoir ça plutôt comme une force parce que finalement, ils ont eu des épreuves dans leur vie et ils ont réussi à passer outre, alors que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué et pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal. Et donc, il faut qu'ils prennent ça comme une force parce qu'ils ont réussi à franchir le pas. C'est ça. Moi, je trouve que c'est important. Après, il faut trouver sa recette. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, quand je gamberge il y a 15-20 ans, j'étais en dépression et après 10 ans, 15-20 ans plus tard, je fais une tournée des stades et je l'aurais jamais cru, ça. Mais jamais. Jamais. C'est impossible tu vois. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a de l'espoir dans tout. Donc, il y a pas mal quand même de difficultés autour de nous. Donc, on peut citer donc le Covid, etc. Et toi, comment est-ce que par rapport avec tes enfants, tu vas les aider un peu à passer outre du coup et à les aider à acquérir un peu cette confiance en soi?
Avec mes enfants, c'est vrai que ça dépend les âges après. La plus petite, c'est vrai que quand il y a eu toutes ces histoires de la guerre en Ukraine et tout, elle a vécu un peu, elle avait un peu la boule au ventre, elle ne comprenait pas. Et en fait, le plus important, c'est de pouvoir en parler, mais sans rajouter de la gravité. Si, moi, je trouve toujours que pour pouvoir faire changer les choses, il faut avoir le bon comportement à côté. Ça veut dire que si nous, ils nous ont vus en positif, eux, ils arrivent ils ont l'air d'être bien. Ça veut dire que non, en fait, c'est peut-être moins grave que ça. Et quand c'est le bon moment, tu en parles. Et tu expliques par A plus B, il se passe ça parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais nous, ça n'a aucun rapport avec nous. Peut-être que ça, c'est encore un autre truc. Le Covid, ça parle à tout le monde. On doit juste faire attention. On doit mettre comment ça s'appelle? On doit se mettre du liquide. Voilà. On doit mettre un masque. Tu leur expliques. Mais si tu es là stressé, eux, ils ressentent le stress. C'est des éponges, les enfants. Donc, du coup, si tu stresses, eux, ils vont stresser, eux, ils vont partir dans le négatif. Mais si toi, tu arrives à bien leur expliquer et que tu arrives à avoir un truc un peu plus positif, je te jure que les enfants, ils le ressentent. Les enfants, ce sont des éponges. Ouais, donc, il faut avoir la confiance soi-même pour pouvoir la transmettre aux autres. En fait, c'est comme une bougie. Si tu veux éclairer une salle, déjà, il faut que toi, tu aies une flamme. Sinon, tu n'y arriveras jamais. Donc, ça veut dire que toi-même, déjà, il faut que toi, tu sois en confiance en toi. Il faut que toi, tu puisses te soigner bien. Il faut que toi, pour pouvoir aider les autres à côté. Sinon, si toi, tu n'es pas sûr de toi, tout ce qui va être à côté va être incertain aussi. Je pense que c'est important de vraiment prendre soin de soi dans ce sens-là. Comme tu l'as dit, pour avoir la confiance en soi, il faut être aidé, mais il faut aussi savoir aider les autres. Et donc, est-ce que finalement, ce rôle d'ambassadeur de l'UNICEF, il t'aide un petit peu à ouvrir la parole sur le sujet, à aider les autres? Et c'est vrai que nous, par exemple, on est aussi jeune ambassadrice pour l'UNICEF. Et notamment, cette campagne autour de la santé mentale et tout, ça nous aide à ouvrir la parole sur le sujet, ça nous aide à aider les autres, mais ça nous aide aussi, nous, personnellement. Donc, est-ce que toi, cet engagement, il t'aide d'une certaine manière? Oui, il m'aide parce que je me sens utile. Je pense que souvent, je dis que dans mes chansons, j'espère que mes chansons soient des chansons utiles. Parce que, voilà, on va tous, et c'est la certitude pour tout le monde, je ne dis pas de secret, c'est qu'on va tous mourir un jour. Mais on ne va pas nous enterrer avec tout le matériel. Le truc qu'on va garder, c'est les souvenirs et les bonnes ou les mauvaises actions qu'on a laissées sur Terre, l'impact de ce qu'on a fait. Être là avec l'UNICEF, être ambassadeur, je trouve que même tu mets une petite pierre qui peut aider une ou deux, trois personnes, c'est extraordinaire. Ça a plus de valeur que un gros 4x4 que tu as acheté. Tu vois ce que je veux dire? Ça a beaucoup plus de valeur parce que d'un coup, tu as été utile. Je trouve que c'est important. Voilà. Ouais, parce que là, ta voix, elle est entendue, parce que tu sais que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a entendu, qui pense à ça et qui va travailler là-dessus et qui va évoluer. Quand moi, j'étais tout petit, c'est grâce à certains artistes, certains peut-être hommes de paix, que justement, moi, je me suis dit, ok. Je me rappelle une fois, on me raconte l'histoire de Mandela, je fais, oh. Tu vois, une fois, mais c'est magnifique. Donc, du coup, déjà, ça te met une direction. Tu te dis, quand j'entends, une fois, je suis parti en Afrique avec Magic System et Chicken Jaffa Koli et je voyais tout ce qu'ils faisaient là-bas. Ça m'a, tu vois. Ça donne de l'espoir, en fait. Ça donne de l'espoir et ça donne l'envie de continuer à être utile et de pouvoir aider les gens. Parce que j'aurais aimé qu'on m'aide. Voilà, tout simplement. Je suis pas un super-héros, c'est juste normal. Et justement, par rapport à l'aide, est-ce que tu as demandé de l'aide finalement quand tu te sentais pas bien? Est-ce que tu es allé voir, je sais pas, des spécialistes ou puisque tu as dit que tu avais besoin d'aide, mais est-ce que tu l'as reçue finalement, cette aide? Franchement, mon cas, il est différent parce que j'ai eu la musique. Ça veut dire que vraiment, le fait d'écrire, j'avais un retour direct. Le public. Ça veut dire que quand il y a le public à côté qui vient et qui chante tes chansons en concert, tu te dis, wow,
c'est une force extraordinaire. Tu te dis, mais en fait, mince, moi, ce texte, je l'ai écrit dans ma chambre parce que j'étais pas bien, mais en fait, tout le monde est là, le comprend, le ressent, le truc. Ça te donne de la force. Donc, je suis pas dans le cas où quelqu'un n'a pas l'écriture, ou même le succès, entre guillemets. Mais je pense que c'est important de parler avec des gens de confiance. Que ce soit un ami. Après, il y a d'autres personnes, ils peuvent parler à un psy. C'est pas une honte d'aller parler avec un psy. Mais le plus important, c'est de pouvoir extérioriser. Plus tu extériorises, plus déjà tu vois le truc plus petit que ce que tu pensais et ça t'aide à avancer. Donc c'est ça, ce qui est bien, c'est que ça peut passer par les arts, mais ça peut juste simplement passer par le fait de parler à quelqu'un et de se comprendre l'un et l'autre, quoi. Mais il y a aussi le voyage. Voyager, aller dans d'autres pays, voir les gens comment ils vivent, je te jure que ça te change beaucoup de choses. Parce que, en fait, des fois, le mal d'un pays n'est pas le même mal d'un autre pays. Et je me rappelle que Gandhi disait que c'était très important de pouvoir faire 2 voyages dans l'année pour pouvoir te soigner. Et au début, je ne comprenais pas quand il disait ça, mais quand tu voyages, tu vois d'autres personnes, comment ils vivent. Et tu vois, par exemple, il y a des villages, ou il y a des pays où ils n'ont pas besoin de tout ce que nous, on a au matériel. Et d'un coup, je suis triste parce que j'ai pas ça ou parce que j'ai pas ci. Eux, ils l'ont pas et c'est des gens, ils sont totalement heureux. Et d'un coup, ça te met une claque. Et je trouve que c'est important. Il y a l'art, il y a la discussion, mais il y a aussi le voyage. Le voyage, c'est trop bien pour pouvoir se soigner. Ouais, c'est trop bien, tu vois d'autres cultures. C'est pas pareil. Et tout à l'heure, tu parlais donc de lever un peu les tabous sur aller chez un psy, par exemple. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, aller chez un psy, c'est paraître comme un fou, etc. Et c'est bien justement d'en parler. Ouais. Moi, j'ai jamais été, hein, je vais pas te mentir, mais c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots. Mon groupe s'appelait Psychiatre de la Rive. mais oui, je connais plein d'amis qui sont pas fous, qui sont partis voir un psy et que ça a beaucoup aidé. Je pense que c'est vrai qu'il faut le normaliser. Voilà. Après, il y a un autre truc aussi. C'est vrai qu'on va un peu les cadrer. Il y a l'art, la discussion. Ça peut être avec un psy, ça peut être avec un ami. Il y a le voyage. Et il y a beaucoup de gens, ils se reposent aussi sur le sport et sur le spirituel, c'est-à-dire la religion. Et ces 2 trucs aussi aide beaucoup aussi, parce que quand tu fais du sport, tu évacues, tu as le cerveau un peu plus clair, donc du coup, d'un coup, tu commences à prendre du recul sur toi-même, ça t'aide, tu évacues. L'important, c'est d'évacuer avec des trucs sains. Le sport ou la spiritualité, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font de la méditation, il y a des gens qui font ça, mais il faut trouver ce qui colle à ta personnalité. À 43 ans, même moi, j'ai encore des trucs, j'arrive pas à le dire à un ami, ou j'arrive pas à dire à ma femme, ou j'arrive pas à dire à mes enfants. C'est très, très dur. Oui. C'est un processus. Des fois, c'est trop tard, des fois, c'est très tôt. Il faut avoir le bon timing aussi. C'est compliqué. Mais je pense que quand même, il faut chercher. C'est en cherchant qu'on trouve la pépite. Ça veut dire que, essaye un peu le sport, essaye un peu la spiritualité, voyage, mais ne reste pas chez toi à ruminer, à te dire si j'arrive pas, c'est mort. Mais essaye de chercher la manière qui va te donner, qui va pouvoir t'aider à communiquer. Et puis même le voyage, quand tu reviens après chez toi, tu es là en mode, oui, en fait, faut que je le dise, faut que j'en parle, et c'est ça qui aide du coup. Faut pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est pas un secret, nous allons tous partir. Et des fois, ça c'est sûr et certain, on part avec des regrets, et ceux qui restent aussi auront des regrets, c'est comme ça. Faut pas dramatiser sur ce point-là. Mais quand tu peux faire un pas, c'est bien. Mais toujours essayer de chercher comment tu peux essayer d'extérioriser ça. Ouais, donc finalement, c'est un peu un message d'espoir pour tout le monde, c'est-à-dire le fait qu'il y a de l'espoir pour tout le monde et que chacun a sa manière finalement de s'exprimer, chacun trouvera... Mais oui, tout le monde est différent, tout le monde a son histoire, et je pense que c'est la différence. Moi, j'ai toujours prôné que la différence est une richesse. Ça veut dire que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le voyage, parce que quand tu vas dans un autre endroit, tu discutes avec des gens que tu n'as pas l'habitude de discuter, et tu vois leur vie, tu vois leur opinion, tu vois leurs repères, et justement ça te débloque les tiens. Donc je pense que la différence c'est une richesse, et il faut justement cultiver cette richesse là, parce qu'on est tous vraiment différents avec des histoires différentes, mais on a tous
les mêmes, le même manque de confiance, la même mélancolie. Tout le monde est pareil sur ce point-là. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à tout ce que tu as dit, quels conseils tu pourrais donner en fait aux personnes qui nous écoutent actuellement? Croyez en vous, facile à dire. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, encore plus, je pense que tu peux te dire que c'est possible. Il y a tellement d'issues pour pouvoir s'en sortir que ça donne de la force pour pouvoir se dire qu'un jour, on va s'en sortir. C'est très, 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 très possible et il faut y croire, il faut se battre, il faut chercher, il faut trouver le truc qui peut s'adapter à toi parce que tout le monde est un peu différent sur ce point-là. Il y a des gens qui sont introvertis, qui n'arrivent pas à parler, mais ils arrivent à faire beaucoup de sport, ça les fait évacuer. Il y en a d'autres qui ont les moyens de pouvoir voyager. Et d'un coup, quand ils reviennent, ils arrivent plus facilement à délier leur langue et leur cœur pour pouvoir parler. Donc, je pense qu'il faut chercher ce qui te correspond, mais pas lâcher l'affaire parce que à la fin, il y a la lumière. Du coup, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup encore une fois pour avoir accepté. On voulait juste ajouter qu'il existe des numéros qui peuvent aider si on a besoin d'aide. Par exemple, il y a le 3114 qui est un numéro national de prévention du suicide. Il y a le 08 00 235 236, c'est le numéro national Fil Santé Jeune. Et le 119 qui est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Et n'hésitez pas à suivre notre campagne sur notre compte Instagram @conseil-unicef-jeune et vous retrouverez des ressources complémentaires sur la santé mentale en description. Il ne faut pas oublier de follow le compte Insta de l'UNICEF. Bien sûr. Et encore une fois aussi, un grand merci à l'équipe des Mots Bleus qui nous a permis justement de porter la voix des jeunes de l'UNICEF à travers ce podcast. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous tous et à très bientôt.